Bonjour à toutes et à tous, c'est Frédéric et Bastien Fievé de Fievé Accompagnement. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on a envie de tester un nouveau mode de fonctionnement dans nos vidéos inspirantes. C'est une sorte de discussion sur un thème. Et aujourd'hui, on a décidé de parler des stratégies de réussite pour avoir une vie épanouissante. Alors les stratégies aujourd'hui pour se construire une vie épanouissante, elles commencent tout d'abord par essayer de comprendre la représentation que chacun a d'une vie épanouissante, d'une vie épanouie. Donc il faut déjà que l'on puisse le définir. Pour moi, une vie épanouie, c'est une vie où à la fois on nourrit notre être intérieur, c'est-à-dire vivre des émotions et des sentiments positifs et être en capacité de transformer les sentiments et les émotions plus négatives. Donc quelque part être souverain dans sa météo intérieure. Et le deuxième aspect d'une vie épanouissante aujourd'hui, c'est d'arriver à réaliser ce que l'on souhaite dans un projet extérieur. Un projet extérieur qui nous réalise, qui nous accomplisse dans l'action et en même temps qui offre aux autres, qui soit bon pour chacun et pour tous. Voilà les deux dimensions pour moi d'une vie épanouissante. Alors, si on va un peu plus profondément, épanouissant, ça consiste à se mettre en cohérence avec les lois de la vie, et notamment les lois de la dualité. On vit selon un processus sur la planète Terre qui est la dualité. Et de prendre en considération ces deux dimensions qui sont en général les contraires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un rythme à respecter. La dualité, c'est qu'il y a l'arrêt et le mouvement, il y a le jour et la nuit, il y a l'homme et la femme, il y a le mal et le bien, l'amour et la peur, etc., etc. Et chaque dimension est incontournable. Donc une vie épanouissante, c'est une vie qui ne fait pas l'économie d'un des deux aspects, qui intègre les deux aspects, qui unit les contraires. Je donne un exemple. Si par exemple je ressens quelque chose d'irritant, de désagréable dans une relation ou dans une situation, ma réaction va être de l'inconfort dans un premier temps, et ensuite de vouloir rejeter, de vouloir refouler ou d'agir cette irritation. Alors que le processus qui va conduire à l'épanouissement interne progressivement, c'est d'accepter et d'intégrer cette irritation dans mon espace intérieur et de lâcher prise par rapport à lui. D'intégrer les différents aspects de façon à mobiliser constamment une énergie et un potentiel qui soit confortable et donc épanouissant. Un autre exemple, si je veux réaliser un projet extérieur dans lequel je m'accomplis, il y a la cible que je veux atteindre, soit créer quelque chose, soit obtenir plus d'argent ou créer une situation, peu importe. Il y a les lois pour moi qui sont importantes à retenir, c'est de ne pas lâcher sa cible, de toujours voir les choses dans la globalité et en sachant que les étapes qui vont mener à ma cible, parfois certaines étapes seront difficiles, seront des obstacles, seront des situations qui me feront me remettre en question. Et c'est de ne pas prendre chaque étape comme une absolue. C'est de prendre chaque étape comme un élément du processus qui mène à ma cible, qui mène à l'objectif que je veux atteindre, comme quelque chose qui va me faire croître, qui va me faire grandir. Je ne crois pas qu'on puisse atteindre un objectif sans avoir grandi en maturité psychique, émotionnelle, physiologique, voire spirituelle, pour atteindre cette cible. Voilà pour moi ce que représente une vie épanouissante. Une vie épanouissante, c'est pas une vie confortable où il se passe toujours quelque chose de positif. Ça, c'est bisounours, c'est pas une vie épanouissante. Une vie épanouissante, c'est dans l'attitude. C'est l'attitude qui fait qu'elle est épanouissante. L'attitude interne. Est-ce que je reste souverain? Je résume donc, est-ce que je reste souverain dans ma météo intérieure? Et épanouissante, c'est parce que je considère que ce qui me mène à l'objectif que je veux atteindre, le processus, il est aussi important que l'objectif que je souhaite. Voilà. Alors, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Frédéric sur les stratégies de réussite pour une vie épanouissante, c'est plus précisément sur les stratégies de réussite et notamment la réussite en tant que telle. Parce que on a tous une définition différente de la réussite. On sait tous, on connaît tous ce mot-là, on perçoit tous quelque chose quand on entend ce mot,
mais chaque personne derrière a une définition différente de la réussite. Des personnes, la réussite, ça va être gagner beaucoup d'argent, d'autres c'est avoir des enfants, d'autres c'est avoir une maison, d'autres c'est d'être heureux, d'autres c'est d'être en paix, d'autres c'est être en bonne santé, enfin, voilà. Toute personne va avoir une définition différente de la réussite. Et donc déjà ça, il faut bien le prendre en compte, et donc d'éviter en fait des comparaisons par rapport à la réussite, parce que pour tout le monde sur cette terre, si on compare deux personnes en fonction de la réussite, et vu que ces personnes-là n'ont pas la même définition, la comparaison elle est biaisée et donc complètement inutile. Donc déjà ça c'est un premier point. Un second point, c'est que en plus d'avoir tous une définition différente de la réussite, c'est qu'on ne part pas tous du même point. On a tous des chemins de vie différents, on a tous des vies différentes. Il y a des personnes qui ont des vies plus cabossées que d'autres, il y a des personnes qui ça a été plus simple, d'autres beaucoup plus compliquées. Et donc, ça se trouve, il y a une personne qui, sur une échelle de la réussite, s'il existait une échelle de la réussite, qui serait à une réussite plus inférieure qu'une autre, mais que son point de départ est beaucoup plus loin. Est-ce que techniquement, elle a une vie réussie par rapport à l'autre ? C'est des points qui sont assez difficiles de s'imaginer ou de comparer. Et donc vraiment d'avoir cette notion de d'où part la personne, je trouve ça vraiment inspirant, parce que des fois on peut discuter avec des personnes, rentrer dans une discussion, lui demander que la personne commence à nous raconter ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle vit, qui elle est, et on se rend compte que waouh, elle a fait un chemin extraordinaire, et ça, pour moi, je vais avoir l'impression qu'elle a réussi et je vais lui coller une étiquette de réussite sur elle, parce que elle est partie de très loin et où elle en est maintenant, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que c'est difficile de définir une stratégie de réussite, mais de comprendre que justement chacun a sa stratégie de réussite, et le boulot il est là, c'est de construire sa stratégie, de construire l'idée de la vie épanouissante qu'on veut, pour ensuite faire tout ce qui est en notre possible, en fonction d'où on part, en fonction d'où on est, et en fonction d'où on veut aller, de construire, de profiler, de designer du mieux possible la vie qu'on souhaite pour être la meilleure version de nous-mêmes en fait. Parce que moi je pense vraiment que c'est le but de notre existence, c'est vraiment de faire en sorte chaque jour d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et pour moi ça, c'est une stratégie de réussite d'une vie épanouissante. Après il y a d'autres sujets qui peuvent être évoqués comme les différents domaines de vie. On peut dire la réussite, et il y a des personnes quand on va leur parler de réussite, ça va être juste la réussite professionnelle. Mais on va avoir l'impression qu'ils ont réussi dans ce domaine de vie-là, mais les différents autres domaines de vie comme la famille, comme la santé, ils sont fichus, ils sont mauvais si on peut le dire comme ça. Et donc en fait, on va placarder sur chaque personne en fonction de notre vision du monde et de nos croyances, la réussite ou non. Et donc, je pense qu'en fait, pour synthétiser un peu ce que je veux dire, c'est vraiment de voir la réussite comme quelque chose de global, et pas de s'attarder sur des points de détail où une personne peut avoir réussi ou non dans un domaine, mais ne pas avoir réussi sa vie par exemple, pour elle. Donc voilà ce que je pouvais rajouter là-dessus. Moi je partage complètement. L'épanouissement, ce sont des sensations, ce sont des impressions intérieures, et qui relève, si j'ai bien compris ce que tu disais, qui relève d'un équilibre dans tous les aspects de sa vie. Quand tu évoques les différents aspects de sa vie, il y en a 7-8. Si effectivement on a une grande réussite professionnelle, mais que la santé est fragile, que la vie conjugale, la vie familiale est aussi difficile parce qu'elle n'a pas été travaillée et prise en compte, si on a une vie sociale qui est aussi non épanouissante, on sera dans un état de déséquilibre. Et donc là, ça ne concourra pas à un épanouissement interne. C'est vrai que, même si aujourd'hui je considère qu'il y a quand même beaucoup d'aspects où on doit essayer d'être en équilibre et que ce n'est pas simple du tout parce que la société nous demande beaucoup, il faut mieux, sur une échelle de 0 à 10, avoir dans chaque domaine atteint 4 ou 5, mais que et que l'ensemble des domaines à 4 ou 5 concourt à un épanouissement plutôt qu'un domaine à 9, un à 2, un à 6 et un à 3. Voilà. Si j'ai bien compris ce que tu voulais dire, moi je vais dans ce sens-là aussi. Oui, complètement, de chercher dans l'ensemble de notre vie un équilibre, et du coup d'avoir un épanouissement total, global,
et pas un épanouissement, ah bah quand je suis chez moi je suis épanoui, quand je suis au travail je suis pas épanoui, ou inversement, plutôt de ne pas avoir des endroits qui nous épanouissent, mais d'avoir un environnement global qui nous épanouit pour être totalement épanoui et complètement, et pas que épanoui grâce à quelque chose d'extérieur, mais d'être épanoui par ce qu'on est et non par ce qu'on fait. Et ça, je pense que c'est essentiel, parce que sinon on va toujours se rattacher, et il y a des moments dans la vie, dans notre existence, certains jours, certaines semaines, certaines années, certains mois, qui sont plus difficiles, où bah, il nous arrive plus de merde, ou trucs chiants, comme on peut dire. Et du coup, si là on n'est pas épanoui au fond de nous, vraiment dans notre être, et ben on va complètement être sujet à ces difficultés, à ces problèmes, et du coup, on va complètement se perdre en fait, parce que on se rattache d'habitude à un environnement extérieur pour être épanoui. Alors que si on parvient, à force d'enseignement, de continuité dans notre vie, à être épanoui au fond de nous, on va moins être sujet aux désagréments extérieurs. Alors, moi, je partage complètement ça. C'est-à-dire que si on reprend un peu ce qu'on a dit, c'est que là, on a deux grands pôles qui vont concourir à une réussite d'épanouissement. Il y a un premier pôle, c'est nourrir ce que l'on fait, mais aussi nourrir notre être, avec les stratégies que j'ai pu évoquer au départ et celles que tu évoquais là. Il y a un autre pôle, c'est que c'est l'ensemble des aspects de notre vie qui doivent être nourris en termes de ce que l'on fait et en termes de ce que l'on est. Peut-être que je vais être très à l'aise intérieurement et dans l'épanouissement dans mon travail, mais un peu moins dans ma parentalité, par exemple, ou le contraire. Alors, c'est pour ça, je crois que une stratégie d'épanouissement, elle concourt d'abord à nourrir en profondeur l'être que nous sommes. Il y a deux dimensions dans la vie et dans la société. Il y a une dimension de surface, il y a une dimension de profondeur. On a été éduqué tant socialement que familialement à nourrir la partie superficielle, c'est-à-dire ce sont les valeurs de l'ego, l'avoir, le savoir et le pouvoir. Avoir des choses, des connaissances, un métier, etc., avoir de l'argent, pouvoir agir, pouvoir faire des choses et savoir. Ça, ce sont les valeurs de l'ego qui mettent cette bulle superficielle dans laquelle on nous demande de fonctionner. En profondeur, il y a notre être qui n'est pas nourri actuellement suffisamment par les dimensions socio-éducatives, et pour le coup, on est un peu seul, et c'est pour ça qu'aujourd'hui se développent des tas de méthodes de développement personnel, de thérapie, de différentes pratiques, pour tenter de pallier cette insuffisance et ce manque. Et c'est nécessaire, même si il y a des choses de développement qui restent trop en surface. Alors, pour moi, comment nourrir notre être ? Notre être, il a besoin d'une nourriture, entre guillemets. Alors, je ne parle pas d'une nourriture alimentaire, bien que ça en fasse partie, mais il a besoin d'une nourriture qui l'honore. C'est quoi ? Déjà, dans un premier temps, c'est de considérer, comme je disais précédemment, qu'il y a une dualité entre arrêt et mouvement. Donc, on est souvent dans le mouvement, on est souvent dans faire, soit dans l'action ou dans nos pensées. Vous avez remarqué que vous êtes en train de faire quelque chose et que vous pensez déjà à ce que vous allez faire après. Eh bien, là, c'est de pratiquer le fait de s'arrêter, pratiquer l'arrêt, de se poser, de se relâcher, de se détendre et de réinjecter dans son quotidien des moments comme ça où il ne se passe rien, où nous sommes avec nous-mêmes. Et je vais un peu plus loin en disant également que notre être en profondeur, son langage, ce sont les sensations. Ce qui nous crée un état d'épanouissement interne, c'est pas de l'ordre de la pensée, c'est pas suffisant, ce sera encore en surface. C'est de l'ordre des émotions positives, mais surtout des sensations. Donc, s'arrêter pour nourrir ces sensations, se mettre à l'écoute de ces sensations, être là dans l'instant présent et en acceptant ce qui est. J'entends trop de gens dans ma pratique, et on l'entend dans les conférences et les séminaires, si on décrypte bien le langage et la communication, qui, de par leurs questions, renvoient l'idée qu'ils ne sont pas bien là où ils sont. On n'est jamais content d'être là où on n'est jamais suffisamment content de faire ce que l'on fait. Il y a globalement une insatisfaction où on sommes déjà en train de penser à autre chose. Ce qui est important, c'est de pratiquer cet arrêt, de se poser,
de s'arrêter dans sa vie. Et je rajouterai une deuxième chose pour ça, c'est que si la nourriture de l'être, c'est d'abord de la sensation dans le fait de s'arrêter, c'est honorer la vie. On n'honore pas la vie. Il y a une confusion énorme entre vie et existence. La vie qui est en nous, la vie qui est à l'extérieur de nous, la vie qui était avant nous, la vie qui est après nous. On l'a déployé, ça, on l'a développé dans notre conférence sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Eh bien, c'est la vie, elle a ses lois. Et une de ces lois, c'est de respecter les équilibres et de se nourrir en profondeur notre être. Alors ça peut être tout simplement de s'arrêter, d'accepter d'être là et d'apprendre à être content d'être là. Alors là, par contre, et je terminerai là-dessus, on va rencontrer des obstacles. C'est pas forcément facile de s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas habitué. Donc on va nourrir les sentiments de culpabilité, si on a plein de choses à faire. On va être confronté au fait que notre biologie, notre physiologie, notamment notre système hormonal ou notre système nerveux, il a été structuré par des voies neuronales, par des fonctionnements de distribution d'un flux nerveux et de distribution de neurotransmetteurs au niveau nerveux et puis de différentes hormones sur des fonctionnements de faire et d'action. Donc au départ, ça peut créer de l'inconfort, ça peut créer de l'impatience. Moi, quand je fais travailler des gens sur ces aspects-là, il y a des gens qui disent « je ne peux pas, ça m'irrite ». Donc là, on a deux obstacles. On a un premier obstacle qui est de lutter contre la culpabilité, de ne rien faire, de se poser, de s'arrêter, et contre notre physiologie. Et donc l'idée là, c'est de lâcher, d'apprendre à lâcher et d'accepter ce qui est. Si je ressens de la culpabilité, si je ressens de l'inconfort, dans l'instant présent, c'est d'accepter ce qui est. Et c'est comme ça que progressivement, on va nourrir notre être profond. Et la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est libérer des énergies profondes qui ne sont pas utilisées, qui, elles, sont des énergies positives, sont des énergies de la vie, qui vont nous donner des sensations profondes d'épanouissement. Ouais, pour finir sur ce qu'on disait sur une vie épanouissante, il y a souvent une confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est qu'une vie heureuse, une vie épanouissante, ce qu'on peut idéaliser comme une belle vie, on pense et on croit que ça va être facile, que ça va être que du bonheur, que ça va être que agréable. Sauf que quand on met des choses en place dans sa vie, comme tu l'expliquais, quand on fait des changements, quand on essaye de nouvelles choses, et que notre corps, nos fonctions neurologiques, nos fonctions biologiques, chimiques ne sont pas habituées, on va sentir des choses dans notre corps qui sont désagréables. Quand plein de situations, c'est comme si on arrête par exemple une addiction, on le sait que c'est bon pour nous d'arrêter, qu'entre guillemets notre bonheur est là-bas, mais ça va être désagréable les premières sensations d'arrêter une addiction, d'avoir un manque par rapport à quelque chose, une cigarette par exemple, ça peut être vraiment très désagréable. Donc vraiment ce désagrément d'aller vers la vie qu'on souhaite réellement, il est normal. On ne peut pas espérer et vouloir une vie extraordinaire, une vie épanouissante en se disant ça va être que positif, ça va être que bien. Quand on regarde les grands personnages et qu'on se dit oh ils ont une vie épanouissante, ils ont une vie extraordinaire, on se rend compte que ils ont vécu des choses difficiles, ils ont vécu des choses désagréables et que c'est normal, c'est juste une alternance entre les choses difficiles, les choses positives, le bien-être, le mal-être de passage, etc. Et on ne peut pas espérer être que d'un côté, quand on est que d'un côté négatif, on vire vers la maladie, on vire vers la dépression. C'est pas possible, c'est pas soutenable en fait. Et c'est pareil de l'autre côté, on ne peut pas vivre que dans une vie positive, une vie de bisounours, ça n'existe pas, parce qu'on est là pour grandir et évoluer, parce que si ça serait que facile, que bon, en fait on stagnerait. Pourquoi on chercherait à évoluer si ce qu'on vit c'est nickel? Ça serait illogique dans un système d'évolution, et l'être humain, les milliers d'années, les centaines de milliers d'années que la race humaine a vécu sur Terre, enfin vit sur Terre, c'est que ça, c'est de l'évolution par rapport à des choses qui sont désagréables, par rapport à des choses qui sont difficiles. Sinon on serait toujours, si ça serait facile de vivre dans une grotte, on vivrait toujours dans une grotte parce qu'on n'aurait pas cherché du plus. Et donc une stratégie de réussite d'une vie épanouissante, c'est forcément qu'il y a des choses qui ne le sont pas,
épanouissant et qu'on cherche à aller vers une vie épanouissante et qu'il y aura des désagréments sur la route, il y aura des choses difficiles et c'est normal. C'est pas parce qu'elles arrivent qu'il faut arrêter, qu'il faut penser qu'on a échoué, qu'on n'y arrivera jamais. Non, c'est vraiment persévérer dans cette optique-là. Alors, on va clôturer nos dialogues là, hein, si tu es d'accord avec ça. Pour moi. Voilà, on a donné quelques éclaircissements et surtout, on a donné certains points que moi j'applique, que Bastien applique, pour tenter de croître vers son épanouissement personnel. Alors j'espère que ce modèle-là qu'on a testé aujourd'hui de dialogue interactif, bon, c'était pas un débat, c'était pas juste un échange, j'espère que ça vous a convenu et puis je vous dis à bientôt.